Salut. Alors aujourd'hui, je publie ici un extrait gratuit de 99livres.com, qui est un programme où je résume les 99 meilleurs livres pour entreprendre. Si vous commandez le programme, en plus, vous avez accès en bonus à un entretien audio avec moi d'1 heure, ou un entretien physique si vous êtes disponible en région parisienne. Donc je vous laisse découvrir ça sur 99livres.com, le lien est dans la description, et je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler du livre Deep Work. Beaucoup de gens le conseillent, hein, vous avez sûrement déjà entendu parler de ce bouquin. Chers amis, je vais parler de mon nouveau livre. C'est curieux, je suis justement en train de le relire en ce moment. Moi j'ai lu celui-là, Qu'est-ce qu'on en a pété, moi. Le savoir est une arme. Tu sors, t'observes. You always want to aim for monopoly, and you want to always avoid competition. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. C'est un livre vraiment important pour moi, qui a déjà changé des choses dans ma manière de travailler. Je vais vous expliquer comment et pourquoi maintenant. Donc Deep Work, c'est un livre qui parle du fait de s'isoler. S'isoler pour travailler, faire en sorte d'être séparé des interruptions des autres personnes pour faire du travail profond. Il prend l'exemple, l'auteur, de Carl Jung, donc quelqu'un qui était un concurrent, qui vivait à la même époque que Freud, et qui développait ses propres théories sur la psychanalyse, et qui avait pour habitude de s'isoler dans une cabane, isolée dans la forêt, pour finir son travail. Et il prend son exemple souvent parce que c'est quelqu'un qui l'inspire beaucoup, et il explique que beaucoup de créateurs, beaucoup de génies, avaient cette tendance à s'isoler énormément, à vivre seul, pour pouvoir créer, sans être dérangé. Et ce que nous dit l'auteur, c'est que dans cette nouvelle économie, qui est celle d'aujourd'hui, qui est une économie de l'information, et non plus une économie où on va juste utiliser son corps pour produire de la valeur, dans cette économie de l'information, eh bien les seuls qui vont être capables de réussir, de s'en sortir, ce sont ceux capables de travail profond. Parce que c'est ceux-là qui vont devenir les meilleurs dans leur domaine, c'est ceux-là qui vont pouvoir être créatifs, qui vont pouvoir inventer des choses, qui vont pouvoir aussi apprendre des choses, et c'est eux qui vont réussir. Ce que nous dit l'auteur, c'est que c'est pas les seuls exactement qui vont réussir, il y a aussi les gens qui sont déjà les meilleurs dans leur domaine, ceux qui ont accès aussi à du capital, à de l'argent. Mais si vous n'avez pas déjà aujourd'hui accès à beaucoup de capital, beaucoup d'argent, ou que vous n'êtes pas déjà le meilleur dans votre domaine, eh bien vous n'avez pas d'autre choix que d'apprendre à faire du travail profond. Faire du travail profond, c'est simplement être capable tous les jours pendant 1 heure, 2 ou 3, de créer quelque chose, de vous poser, de travailler sur quelque chose, ou de lire un livre sans interruption du tout, sans notification, sans avoir personne qui vient vous voir, et sans répondre à vos messages sur les réseaux sociaux. Ce que nous dit l'auteur, c'est qu'il faut qu'on augmente notre capacité à apprendre des choses difficiles en peu de temps. Dans ce monde qui change énormément, dans cette économie de l'information où ce qui compte c'est l'intelligence et la créativité, et il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il y a un lien fort entre l'intelligence et aussi la volonté et les revenus, et même le bonheur d'ailleurs, en particulier en ce qui concerne la volonté. Mais si vous n'êtes pas capable de travailler ces choses-là, si vous n'êtes pas capable de faire du travail profond et de vous isoler, eh bien vous pourrez jamais tout simplement vous en sortir, tout simplement avoir une vie tranquille et heureuse dans cette société qui se dirige vers toujours plus de chaos, plus d'imprévisibles, et où il y a de moins en moins de place pour la création, on va dire répétitive, et sans intelligence et sans créativité. Alors on peut s'en plaindre, c'est pas forcément une bonne chose, mais en tout cas c'est le seul moyen de survivre, de continuer à prospérer dans ce genre de société, c'est d'être capable de s'isoler et de travailler dur. S'isoler pas forcément physiquement en allant dans la forêt comme le faisaient beaucoup de créateurs, mais s'isoler numériquement, ou alors simplement ne pas travailler dans un endroit où vous allez être interrompu par des personnes. Ce que nous dit l'auteur, c'est que on doit apprendre donc à retenir des choses, à apprendre des choses en peu de temps, en utilisant nos neurones de manière répétée pour des tâches particulières. Ce que nous dit l'auteur, c'est que quand on fait quelque chose de manière répétitive, eh bien on facilite l'activation d'un neurone ou d'un réseau neuronal, et c'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'on fait une activité qu'on a déjà répétée, eh bien on la fait plus rapidement et mieux. C'est le pouvoir de la pratique délibérée. Malcolm Gladwell en parlait, a popularisé le concept des 10 000 heures. Eh bien ce concept des 10 000 heures a une base neurologique en fait. Ce qui se passe quand on fait 10 000 heures quelque chose de manière délibérée, par exemple apprendre le violon, ce qui se passe c'est que vraiment notre cerveau change, il change de forme. Il est plastique, non pas de manière métaphorique, il est vraiment plastique. C'est vraiment quelque chose, un organe qui se déplace, qui change, où certaines parties vont grandir, d'autres vont rétrécir, et des réseaux neuronaux vont se créer. Donc pour apprendre des choses rapidement, ce que nous dit l'auteur, si on veut dans ce monde être capable d'apprendre vite, le plus important, c'est d'apprendre sans distraction. Et pourquoi ne pas apprendre avec des distractions ? Parce que si vous apprenez quelque chose et qu'en même temps vous faites autre chose, vous écoutez de la musique, vous parlez à des gens, vous mangez, je ne sais quoi,
Eh bien, si vous faites ça, vous ne permettez pas à votre activité neuronale d'être isolée. Vous ne permettez pas à vos neurones de s'isoler dans la phase d'apprentissage. C'est-à-dire que si j'apprends à jouer du violon et qu'en même temps je parle à des gens, voilà, je fais quelque chose qui n'a rien à voir ou je laisse allumer la télé, eh bien j'ai les neurones qui vont être liés à mon activité d'apprentissage, qui vont être activés, et en même temps les neurones qui vont être liés à la télévision qui vont être activés. Et comme je n'isole pas les neurones importants, eh bien je rends beaucoup plus difficile la consolidation de cet apprentissage. Ce qu'il faut, c'est avoir une activité isolée où on ne fait qu'une seule chose à la fois. Et ça nous permet d'apprendre beaucoup plus vite. Apprendre sans distraction, c'est isoler ses neurones et c'est les renforcer beaucoup mieux et beaucoup plus vite. C'est même la seule manière d'apprendre en réalité. Ce que nous dit l'auteur ensuite, c'est un concept intéressant qui est pas mal popularisé aujourd'hui grâce à ce livre, c'est celui de l'attention résiduelle ou alors des résidus d'attention. L'auteur, encore une fois, critique non pas cette fois-ci le fait de faire deux choses en même temps, mais plutôt le fait de changer de tâche régulièrement au cours de la journée. Le fait d'alterner plusieurs tâches dans la journée, eh bien ça fait qu'à chaque fois qu'on commence une nouvelle tâche, eh bien on a un peu de notre attention qui est encore concentrée sur notre tâche précédente. C'est quelque chose qui a été testé en laboratoire, on a vu que les gens étaient moins performants pour résoudre des problèmes comme des puzzles par exemple, s'ils devaient alterner entre différentes tâches. Si vous devez uniquement résoudre un puzzle pendant 1 heure, vous allez mieux y arriver que si vous faites 20 minutes de puzzle, 20 minutes d'autre chose et ensuite 20 minutes de puzzle, encore une fois. Le fait d'alterner, ça fait que votre attention n'est pas totalement présente, qu'il y a une attention résiduelle sur l'activité précédente qui vous ralentit. Et encore une fois, ça vous permet d'apprendre beaucoup plus lentement, ce qui est très problématique aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même certaines personnes, et c'est une question qu'on peut se poser, c'est une objection qu'on peut avoir, c'est que certaines personnes arrivent quand même à faire du bon travail, à être très productifs, sans travailler profondément, en étant beaucoup interrompus. On va dire, ça peut être les chefs d'entreprise, les chefs des grosses entreprises qui ont l'obligation de parler à beaucoup de gens, de résoudre beaucoup de problèmes, etc. Alors le fait que ces personnes existent, ça ne nie pas l'importance du travail profond. La particularité de ces chefs de grosses entreprises qui doivent gérer plusieurs choses en même temps, c'est qu'en réalité, ce sont des gens qui ont déjà accumulé beaucoup de connaissances, souvent grâce au travail profond d'ailleurs. Et ils ont des réflexes, ils ont un savoir qui est nécessaire pour l'entreprise, et du coup ils doivent conseiller tout le monde rapidement, et avoir des activités comme ça très interrompues, très courtes, et un travail superficiel entre guillemets. Mais ça, ce n'est pas le cas universel, c'est un cas qui n'est vrai généralement, la capacité à apporter de la valeur avec ce type de travail, ce n'est vrai généralement que pour les gens qui ont déjà beaucoup appris et beaucoup accumulé d'expérience, souvent à travers le travail profond. Ce que dit en fait l'auteur, c'est que le fait d'être occupé, ou busy en anglais, ce n'est pas le fait c'est pas la même chose qu'être productif aujourd'hui. Il faut être le moins occupé possible, parce que l'occupation, les rendez-vous, les interruptions, toutes ces choses-là, le fait d'aller à droite, à gauche, de voyager, ce n'est pas quelque chose de proche de la productivité, c'est même le contraire de la productivité. En tout cas dans une économie de l'information. Je veux dire, à moins que vous soyez un président de la République qui a cette obligation-là, ou un président, un CEO d'une grosse boîte, l'occupation, l'activité générale, ce n'est pas un signe de votre productivité. Il faut vraiment sortir cette idée de la tête. Le signe de la productivité, c'est d'être seul, d'être isolé numériquement et géographiquement. Ça, c'est un signe de créativité. Il faut savoir aussi que le travail créatif n'est vraiment pas lié au travail à la chaîne. Il faut savoir que des systèmes comme les écoles ou même aujourd'hui les entreprises, des gens qui travaillent en bureau, sont beaucoup calqués sur un modèle précédent, du siècle précédent, qui est celui du travail à la chaîne, qui existe encore aujourd'hui, mais dans des proportions très différentes. Et en réalité, c'est un mauvais modèle. Il faut vraiment éviter de faire cette activité de type fordiste ou tayloriste. Le travail créatif est très différent. Il se fait mieux de manière isolée. C'est ce qu'on a vu aussi dans le livre Rework, que j'ai résumé ici aussi, que ça pouvait être une bonne méthode d'avoir un jour par semaine dans votre entreprise où personne ne se parle. Ensuite, l'auteur nous donne un conseil qui est le suivant pour réussir à travailler de manière profonde, tout en ayant des distractions, c'est de planifier ces distractions. C'est-à-dire d'avoir 1 heure ou 2 par jour où vous allez accepter les distractions, aller sur internet, voir les gens, envoyer des messages, faire des choses en dehors du plan, quoi.
mais le faire de manière planifiée, c'est-à-dire consacrer un certain nombre d'heures par jour à ça. Et en fait, ça c'est une bonne méthode, il explique, pour limiter, pour contenir cette distraction. Parce que c'est normal, on a tous envie de se distraire, vous n'allez pas faire du travail profond toute la journée et vous isoler toute la journée, ce serait pas très sensé, mais vous pouvez le planifier et le contenir. Ensuite, l'auteur nous parle des différentes philosophies possibles du travail profond. Il faut savoir qu'il y en a plusieurs modes en fait de travail profond. Il y a d'abord le mode monastique, où vous allez vraiment vous isoler, éliminer toutes les distractions de votre vie et vivre à la campagne, disons. Alors c'est ce que c'est ce que faisaient avant les moines, et c'est ce que certaines personnes peuvent faire encore aujourd'hui, ça correspond aux ermites, aux gens qui vraiment ont ce besoin-là de produire beaucoup pendant toute leur vie. Ça c'est la version un peu extrême, et très efficace aussi. Mais il y a une autre méthode qui est la version bimodale du travail profond. C'est ce que faisait Carl Jung à Zurich. Il vivait à Zurich où il rencontrait beaucoup de gens. Zurich c'était une grande ville, vraiment plein d'activités à l'époque. Et en même temps, de temps en temps, enfin régulièrement, il allait s'isoler parfaitement dans la forêt pendant quelques mois. Et donc il alternait entre un travail superficiel qu'il faisait à Zurich, où il allait rencontrer des gens, faire des conférences pour pouvoir vivre, pour pouvoir gagner de l'argent, peut-être aussi pour avoir des nouvelles idées et confronter ses idées avec les autres. Et puis après, il allait s'isoler, ce qui allait lui permettre de travailler, non pas pour le court terme, non pas pour juste gagner de l'argent et manger, mais pour le long terme, pour créer quelque chose qui allait rester dans la postérité. Ce que nous dit l'auteur, c'est que si on veut avoir ce mode de travail profond, le travail profond bimodal, le minimum, c'est d'avoir au moins un jour complet sans interruption chaque semaine. Un jour complet sans interruption, c'est vraiment le minimum pour faire un travail profond sérieux. Et ce que dit l'auteur, c'est qu'en fait, les gens acceptent très bien ces périodes d'isolation, bien plus qu'on ne l'imagine si on les prévient à l'avance. Il parle d'exemples de plusieurs entreprises qui ont décidé pendant un jour de ne plus répondre à leurs mails, de ne plus répondre aux clients. Et elles avaient peur que ce serait vraiment dramatique, mais en fait le fait de prévenir à l'avance qu'elles ne seraient pas joignables un jour par semaine, eh bien à chaque fois en fait ça pose pas du tout de problème et c'est beaucoup moins grave qu'on le croit. Et donc ce mode bimodal de travail profond, il correspond à beaucoup plus de gens, beaucoup plus de contextes qu'on l'imagine, et voilà, c'est la manière de travailler qui me correspond, et ça correspond je pense aussi à la plupart des gens. Ensuite il parle d'une troisième philosophie qui est la philosophie rythmique, qui est l'idée de travailler quelques heures sans interruption tous les jours, tous les matins par exemple. Et par exemple, vous allez écrire une dissertation sans avoir aucune pression sociale. C'est comme le faisait en fait Carl Jung quand il avait l'obligation de combattre les idées de Sigmund Freud. Et l'idée c'est que vous allez faire ça un peu tous les jours. Et c'est moins efficace que le mode bimodal de travail profond. Mais ça peut permettre, sur le long terme, de travailler dans des volumes beaucoup plus importants. C'est-à-dire que si vous allez passer 3 mois par an où vous allez être isolé, c'est peut-être moins bien que si vous allez passer 3 heures par jour à être isolé, travailler sans aucune interruption. Tu vois, sur le long terme, sur les 365 jours de l'année, c'est peut-être en fait beaucoup plus efficace en termes de création de quantité. Et c'est un truc aussi que j'explore beaucoup moi en ce moment, l'idée de penser au volume, de penser au long terme, plutôt que de penser au court terme. Si vous voulez faire un lien avec ma chaîne YouTube, moi ma manière de travailler avec les projets de 30 jours que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, c'est beaucoup ce mode de travail un peu bimodal, de travail profond. Je vais faire quelque chose à fond pendant un mois et après je vais revenir à des activités un peu plus superficielles on va dire, pour les partager, pour pouvoir gagner ma vie. Et ensuite voilà, je vais revenir sur des projets un peu plus profonds pendant 30 jours. Alors que là, ce que j'explore aujourd'hui, c'est un peu différent. J'essaye plutôt de non plus fonctionner sur des projets de 30 jours, mais fonctionner sur le long terme, et d'avoir plutôt cette philosophie rythmique, qui est de travailler, entre guillemets, plusieurs heures par jour, dans l'écriture, dans la lecture, et me fixer des périodes comme ça, un peu tous les jours, d'isolement et de travail profond. À vous de voir, selon votre âge, selon vos envies, qu'est-ce qui vous correspond le plus. Et aussi selon votre emploi du temps. C'est sûr que si vous travaillez, vous n'allez pas maintenant décider de partir pendant un mois en isolation totale. Une autre méthode de travail profond que propose l'auteur, alors c'est plus vraiment du travail profond, mais c'est quand même lié, c'est la philosophie journalistique. En fait, les journalistes et les gens qui travaillent avec l'actualité, ils ont l'obligé de réagir, ils ont l'obligé d'être interrompus, ils ont l'obligation de travailler avec d'autres personnes. Et leur méthode à eux, c'est de passer en mode travail profond
non pas tous les jours à la même heure, pendant un nombre d'heures fixe, mais plutôt dès que c'est possible. Alors cette méthode, nous dit l'auteur, elle est pas bien pour les novices. Elle est bien pour les gens qui savent ce que c'est que le vrai travail profond. Et pour les autres, c'est pas le meilleur moyen de commencer. Ce qu'il faut, c'est comprendre que ce deep work, cette concentration profonde, c'est un muscle qu'il faut acquérir au début et qu'il est difficile à acquérir. Une fois que vous l'avez acquis, une fois que vous êtes musclé de cette manière-là, sur votre capacité à vous concentrer, eh bien vous pouvez l'utiliser de manière journalistique au moment où il faut, en réagissant à une actualité, en réagissant à quelque chose d'imprévu. Mais il ne faut pas commencer par là, mais c'est possible aussi d'être journaliste et quand même d'avoir ce genre de concentration profonde de manière imprévue. Quelque chose de vraiment important que nous dit l'auteur sur le travail profond, c'est qu'il est important d'avoir des règles définies à l'avance pour savoir ce que l'on a le droit et ce que l'on n'a pas le droit de faire durant les sessions de deep work. Donc il faut préparer à l'avance la nourriture que vous allez manger. Vous allez la préparer, la mettre de côté, vous allez couper votre téléphone portable, couper votre ordinateur, noter les choses que vous avez le droit de regarder sur Google. Alors vous allez pouvoir décider de regarder des choses sur Google directement quand vous travaillez ou après, ça vous de définir la règle avant. Et l'idée en fait c'est de ne pas perdre votre réserve de volonté, votre réserve de capacité à prendre des décisions durant ces sessions de travail profond. Durant ces sessions de travail profond, vous faites juste ce que vous avez prévu de faire et vous n'êtes pas là à toujours vous demander « Ah, est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Est-ce que j'ai le droit de faire ça ?» Non, il faut que vous ayez des règles précises écrites à l'avance. Il ne faut pas qu'il y ait de débat intérieur en vous pendant la session. Ce que dit aussi l'auteur, qui est très intéressant, c'est qu'il ne faut pas utiliser la sérendipité, c'est-à-dire les hasards heureux qui arrivent dans la vie, comme excuse pour éliminer le travail profond. Évidemment, on l'a déjà vu dans d'autres résumés de livres, que ce soit A Perfect Mess ou même dans le livre Antifragile de Nassim Taleb, ou même encore le livre Algorithms to Live By, le hasard est très important dans la vie. Et la sérendipité est à l'origine de peut-être la majorité des grandes découvertes scientifiques et même des grands entrepreneurs. Et le hasard, en fait, il ne faut pas l'éliminer de sa vie, évidemment, mais il faut le mettre... vous pouvez avoir des sessions où vous allez faire des rencontres, vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir un peu de chaos dans votre vie, mais ce n'est pas une excuse suffisante pour ne jamais faire de travail profond. Vous pouvez faire les deux en même temps, en particulier si vous êtes sur un mode de travail profond bimodal, rythmique, ou alors journalistique. Ce que dit l'auteur en fait, c'est qu'une manière de faire du travail profond et d'être motivé pour ça, c'est de mesurer le nombre d'heures utiles pendant lesquelles on travaille profondément. C'est ça qui est important. Ça peut être compliqué de mesurer le nombre de pages que vous écrivez, le nombre de lignes, d'articles, le nombre de choses que vous enregistrez, quel que soit votre travail, quoi. Ça peut être difficile de les mesurer, et de mesurer ça comme des mesures de productivité en fait, parce que évidemment certaines fois vous allez écrire beaucoup, vous allez faire beaucoup de vidéos, et ça n'a pas forcément beaucoup de valeur. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est les nombres d'heures de travail profond. Si vous travaillez 3 heures profondément tous les jours, c'est suffisant en fait, vous n'avez même pas besoin de beaucoup plus que ça, et 3 heures c'est peu par jour finalement quand on y réfléchit bien. Et juste 3 heures sans distraction tous les jours, si vous fixez cet objectif là, eh bien vous pourrez aller très loin. Et je trouve que c'est un très bon conseil, ça pour le coup je l'applique, et je trouve ça extrêmement efficace, et ça permet aussi en plus d'être un peu détaché de l'objectif. C'est un truc qu'on se pose parfois, comment faire pour être créatif sans être obsédé par l'objectif, par le fait d'atteindre quelque chose. Souvent le simple fait de se dire je vais produire quelque chose pendant 3 heures par jour de manière profonde, sans aucune distraction, c'est un très bon moyen de le faire. Et encore une fois, je vous le dis, le but c'est pas de vous dire tiens je vais faire 5 heures sans distraction tous les jours, surtout si vous commencez. Vous pouvez commencer par des petites périodes d'isolement au début. Ce que dit en fait l'auteur ensuite, c'est un conseil, c'est que si vous voulez restaurer votre attention de manière générale, il faut que vous soyez capable de limiter les stimulations autour de vous, donc vous coupez des réseaux sociaux, etc. Mais un truc qui marche très bien aussi, et qu'on a vu dans plusieurs expériences scientifiques, c'est que la nature, le fait de marcher dans la nature, permet de restaurer son attention de manière très forte. Et ça peut paraître assez étrange, mais c'est comme ça. Si vous marchez dans la nature, en fait, ce que dit l'auteur, c'est que c'est peut-être le fait que vous n'ayez pas d'effort nécessaire à faire pour naviguer, pour vous déplacer. Ce que dit aussi l'auteur, c'est que la nature nous permet de restaurer notre attention. En fait, le fait de limiter les stimulations de manière générale nous permet de garder plus d'attention disponible pendant la journée. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on se balade dans la nature, eh bien on peut... parce que c'est plus facile de naviguer, de se déplacer dans la nature, qu'il y a moins d'obstacles en fait,
eh bien, ce serait pour ça qu'il serait plus facile de rester concentré ensuite durant la journée. Et donc si vous voulez vous isoler, c'est bien de le faire dans la nature, ou alors si vous avez un jardin ou chez vous ou pas loin de chez vous, c'est bien d'en profiter pour restaurer votre capacité d'attention. Ensuite, l'auteur parle du fait tous les soirs d'avoir un moment où on se relâche, d'un moment où on éteint, où on shut down. Il faut un moment où on puisse couper toutes les pensées qui sont liées au travail. Il faut le faire de la même manière que les sportifs qui ont un moment donné de la journée vont arrêter tout effort et vraiment reposer leur corps totalement. Et bien il faut faire la même chose avec l'esprit. Il faut pouvoir shut down tous les jours, pouvoir s'arrêter totalement tous les jours. Alors l'auteur lui il le fait vraiment de manière verbale, il le dit. Il dit vocalement, il parle, il dit ma journée est finie. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il pense plus du tout au travail et ça lui permet de bien plus se régénérer en termes d'énergie. L'auteur parle ensuite des réseaux sociaux. Il se demande s'il faut supprimer les réseaux sociaux, Twitter, etc. Et sa réflexion intéressante, c'est que la question, c'est pas de savoir ce que ça vous apporte, mais d'évaluer vraiment ce que ça vous fait perdre. Qu'est-ce que ça vous fait perdre de rester sur les réseaux sociaux ? En fait, quand on compte le nombre d'heures qu'on passe sur les réseaux sociaux, il est très probable que ça vous fait perdre beaucoup plus que ça ne vous fait gagner. Si le temps que vous passiez sur les réseaux sociaux, vous le passiez à lire, à écouter des livres audio, à passer du temps avec vos amis, à faire de la musique ou je ne sais quoi, eh bien ce serait probablement beaucoup mieux, beaucoup plus utile pour vous-même et pour les autres autour de vous. Et donc il dit, si c'est pas votre activité principale, vous devriez le supprimer. Éliminez vos réseaux sociaux sans prévenir les gens que vous allez le faire, n'en faites pas un grand événement. Et contentez-vous au début de ne pas les utiliser pendant 30 jours. Et faites-le séparément pour chaque réseau social. D'abord éliminez Twitter pendant 30 jours. Puis à la fin vous décidez de revenir ou pas. Facebook pareil. Puis ensuite vous faites pour Instagram et les autres réseaux sociaux que vous pouvez avoir. Et en fait il est très probable que vous soyez plus gagnant que perdant en les désinstallant totalement, en vous coupant totalement de ça. Alors sur Facebook c'est intéressant, vous pouvez garder Messenger, donc continuer à être en contact avec les gens. Vous demandez aux gens leur numéro de portable aussi. Sur Facebook, Instagram c'est très facile de désactiver sans désinstaller. Sur Twitter vous pouvez désactiver actuellement seulement pendant 30 jours. Après 30 jours, eh bien ça désinstalle totalement, ça supprime votre compte. Mais voilà, essayez de le faire. Moi je suis en train de le faire en ce moment, ça fait déjà une semaine ou deux que je suis plus sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il me reste juste Instagram mais que je n'utilise plus et que je vais désactiver dès que je pourrai. Et je trouve qu'effectivement ça me fait gagner beaucoup de temps et que je lis plus et que j'ai déjà beaucoup plus de temps libre. Donc si moi je peux le faire alors que c'est mon travail quoi, c'est ma vie, a priori il y a de grandes chances que vous puissiez le faire aussi et que ce serait positif pour vous également. Donc je vous conseille vivement de le faire. Donc vous faites cette expérience 30 jours et après vous regardez ce que ça a changé. Si ça vous a quasiment rien fait perdre et que ça vous a fait gagner du temps, c'est l'occasion de les supprimer définitivement. Et surtout, ne croyez pas à la peur que vous allez rater quelque chose. En fait, le génie marketing de ces réseaux sociaux, c'est de vous faire croire qu'ils sont indispensables et que vous allez avoir la peur de rater quelque chose, la FOMO, Fear of Missing Out en anglais. Faut s'extirper de cette sorte de peur irrationnelle que l'on a. Vous n'allez rien rater d'extraordinaire et de si important que ça en coupant les réseaux sociaux. Tout simplement parce qu'il y a un réseau social qui existe déjà, qui est très efficace, c'est vos amis. C'est le réseau social du monde réel et les gens que vous fréquentez qui vous disent les informations importantes. Faut pas sous-estimer la force de ce réseau social-là. L'auteur parle ensuite de moyens de se forcer à avoir du travail profond. Une bonne manière de faire ça, c'est de finir le travail tôt. C'est d'avoir peu d'heures de travail. Par exemple, lui, il finit le travail à 5 heures tous les jours. Et en fait, il dit que ça le force à travailler de manière profonde. Pourquoi ? Parce que comme il finit tôt, il est obligé, s'il veut réussir à être productif, à se concentrer, à éviter les distractions. Alors que s'il travaillait toute la journée, il aurait toutes les raisons d'être distrait, de faire du travail superficiel et en définitive, il serait beaucoup moins productif. Ensuite, l'auteur parle aussi des mails. Comment faire pour gérer les mails dans ce monde de l'information ? Eh bien, il dit que il est très clair avec les gens, c'est-à-dire qu'avant que les gens puissent le contacter, sur son formulaire de contact, il écrit bien qu'il ne répondra que si ça correspond à son intérêt et à son planning. Ce qui filtre déjà beaucoup, qui donne aux gens beaucoup plus les gens vont beaucoup plus réfléchir avant de contacter et envoyer des messages de plus grande qualité, donc il est contactable que par email évidemment. Et il sépare les mails en différentes catégories, c'est-à-dire qu'il y a un mail pour lui envoyer des opportunités intéressantes pour lui, un mail pour lui envoyer des demandes, un mail pour lui parler simplement, un mail pour lui envoyer des mails liés au travail. Et bien ça filtre et ça lui permet bien de répondre aux mails les plus importants pour lui en priorité. Et aussi ça peut pousser les gens un peu plus à envoyer des mails qui vont être liés à des opportunités intéressantes évidemment.
L'auteur avait peur, avant de faire ce formulaire de contact par mail, il avait peur que les gens le trouvent arrogant. Mais en fait pas du tout, parce que les gens comprennent. En fait, tout le monde voudrait pouvoir filtrer ses mails et n'avoir que des mails intéressants et ne pas avoir à tout lire. C'est un problème universel que tout le monde peut comprendre, donc les gens ne l'ont pas trouvé arrogant. Il parle aussi d'une personne qui invite les gens qui veulent lui poser une question par mail à plutôt le faire en public. Comme ça, il peut donner une réponse publique et tout le monde peut en bénéficier. Et c'est beaucoup plus utile pour l'auteur et pour tout le monde. Voilà les différents conseils donnés par l'auteur pour faire du travail profond, et il finit sur cette réflexion simple, c'est qu'une vie heureuse, c'est une vie profonde. C'est une vie où vous avez réalisé les choses que vous vouliez vraiment faire, c'est une vie où vous n'avez pas été simplement dans la petite joie de la distraction, mais dans le bonheur profond d'avoir créé quelque chose d'unique en vous concentrant. Alors ce livre, comme vous l'avez deviné, je le trouve vraiment bien, je vous conseille de le lire. Il n'y a pas beaucoup plus de conseils, d'informations que vous allez trouver que je vous aurais pas dit ici. Mais quand même, je vous conseille de le lire parce qu'il est vraiment utile, il est vraiment bien. Lisez-le, c'est un bon complémentaire, une bonne solution au livre précédent qu'on a résumé qui est The Shallow, sur les méfaits d'Internet sur notre cerveau. Voilà, je vous invite à lire ça tout simplement, j'ai rien d'autre à dire. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez aller plus loin et accéder à 99 résumés de livres au format audio, vous pouvez vous inscrire sur 99livres.com, qui est mon nouveau programme où je propose donc des résumés de livres, les meilleurs pour entreprendre, et en plus de ça, un entretien audio ou physique si vous êtes en région parisienne, avec moi pendant 1 heure pour parler de vos projets entrepreneuriaux ou artistiques ou médiatiques. Je vous dis à très bientôt sur Radio Sauvage. Salut!